qu'on en prenne conscience et qu'on ne se laisse pas aveugler par leur maîtrise du digital. Avec évidemment un grand problème qui est la question de leur intégration dans un monde qui est encore un monde qui fonctionne en mode 1.0 et auquel ils n'arrivent absolument pas à s'acculturer. Voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Deuxième aspect important, on en a parlé tout à l'heure, tout ce qui est de l'ordre de la robotique et de l'intelligence artificielle, mais aussi de cette réalité augmentée qu'on nous propose de plus en plus. Une fois encore, je reviens vers les smartphones qui vous offrent des champs de virtualité qui n'avaient jamais été possibles jusqu'à présent. Combien d'entre vous utilisent un GPS plutôt sur leur téléphone que dans leur voiture, qui ne se déplacent plus qu'avec Google Maps ou Waze? C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une approche qui virtualise de plus en plus l'univers dans lequel nous vivons. Ce qui veut dire que progressivement, nous abandonnons un certain nombre de compétences que nous avions jusqu'à présent, notamment celle de nous diriger en nous fondant sur des repères qui sont des repères physiques et non pas une carte digitale que l'on nous propose. Troisième élément qui est aussi fortement différenciant de ce monde-là, c'est tout ce qui est autour des biosciences et techniques. Si vous suivez peut-être les évolutions sur les CRISP, la possibilité de découpage des séquences génétiques et des recombinaisons, eh bien, nous avons aujourd'hui un monde qui est en train de s'ouvrir, tant dans l'agriculture que dans la génétique, que dans l'élevage, etc. Et il y a vraiment des choses qui sont en train d'arriver, qui sont assez impressionnantes et assez interrogeantes surtout. Et puis enfin, le dernier point, c'est la mondialité. Alors la mondialité, c'est le stade auquel vous arrivez lorsque la mondialisation est achevée. La mondialisation, c'est donc l'abaissement des frontières, etc. La mondialité, c'est une fois que vous avez conscience de vivre sur une seule planète, que vous pouvez aller travailler où vous voulez, aller vous installer où vous voulez, que finalement la langue n'est plus vraiment un problème parce que globalement tout le monde parle une espèce de globish. C'est pas vraiment de l'anglais, mais tout le monde se comprend. C'est un peu une espèce de sabir, mais ça fonctionne. Et dans cette mondialité, eh bien, on voit émerger d'abord une conscience qui est lente mais qui existe, de la dégradation de l'entièreté de la biosphère. Alors, le privilège de mon âge me permet d'avoir connu un temps où on imaginait que les nuages de Tchernobyl allaient s'arrêter à la frontière française. Mais oui, c'est vrai, absolument. Bon, oui, oui. Alors maintenant, quand même, je crois que même si on le disait à nos étudiants, ils sont quand même un petit peu plus futés que nous et ils ne le croiraient pas. Donc, on voit bien déjà que là, il y a une prise de conscience qu'on est sur une planète, qu'elle est ronde et qu'a priori, les choses circulent. Donc ça, c'est déjà une prise de conscience assez intéressante et que s'il y a une pollution dans un coin, elle va forcément aller contaminer ce qui se passe à côté. La deuxième chose, c'est qu'on a une classe moyenne mondiale qui est en train d'émerger, et ça dans tous les pays du monde, de plus en plus éduquée, de plus en plus homogène d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est clair que l'hégémonie occidentale a standardisé un peu cette classe moyenne mondiale, avec un pouvoir de consommation de plus en plus grand, ce qui veut dire qu'on le sait très bien, hein, quand effectivement les pays émergents se mettront à consommer autant que les pays riches aujourd'hui, on va quand même avoir affaire à une problématique assez sévère. Et puis enfin, la notion que la planète est l'échelle. Et là encore, si vous avez des enfants qui jouent sur Internet à des jeux online, eh bien, si vous avez la curiosité d'aller voir avec qui ils jouent, vous verrez qu'une bonne partie des joueurs sont des étrangers, sont des Chinois, des Sud-Américains. Tout ça, ça parle, là encore, une langue un peu bâtarde, mais ils se débrouillent. En tout cas, ils arrivent à monter des opérations spéciales ensemble, à monter des équipes, à jouer, à gagner. Et dans l'esprit déjà de ces jeunes générations-là, la pensée du pays, de la patrie, de tout ce qui nous a forgés en tant qu'État-nation est en train de se déliter au profit d'une planète-nation. Et ça, c'est bien quelque chose qu'à un moment donné, il faudra prendre en compte parce que ça bouleverse quand même sérieusement le repère. Donc vous voyez que ce monde qui approche, on ne sait pas ce qu'il donnera. On sait juste qu'aujourd'hui sont en train d'émerger des choses, peut-être certaines d'entre elles disparaîtront, peut-être d'autres s'amplifieront, peut-être que de nouvelles arriveront. Mais voilà, aujourd'hui, ce qu'on voit émerger de cette brume du futur, ce sont au moins ces 4 challenges qui sont quand même des challenges extrêmement forts et vraiment avec un pouvoir de changement extrêmement élevé.
Alors pour l'instant, le problème, c'est que nous ne sommes pas encore dans ce monde, mais nous sommes, voyez-vous, en plein milieu. En plein milieu, qui est une situation assez inconfortable, il faut bien l'avouer, et qui suscite pour beaucoup d'entre eux de véritables peurs. Alors évidemment, quand ils regardent autour d'eux, ce qu'ils voient, eh bien, c'est ce qu'on appelle ici la pieuvre des tendances, c'est-à-dire vous avez un grand nombre de tendances qui sont en train d'apparaître, qui déploient des impacts dans tous les azimuts, certains positifs, certains négatifs. On n'a plus la possibilité de recourir à une grille de lecture purement manichéenne, comme on le faisait avant. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Ça, c'est une technologie militaire, ça, c'est une technologie civile. Tout ça, c'est fini. Toutes ces frontières-là ont disparu. On est à la fois militaire et civil, on est à la fois bon et mauvais. On est à la fois dans des technologies de progrès et dans des technologies de radicalisation. Et ça, on voit bien qu'on a une grande problématique, et c'est pour ça qu'on parle d'un monde ambigu. Il est ambigu parce qu'on ne sait pas quel sens attribuer à ce qui est en train de se passer aujourd'hui en matière de tendance. L'autre aspect, c'est que notre vision du temps, comme l'a élaboré surtout Stephen Hawking, nous pose problème parce que nous avons, alors surtout en Occident, nous avons longtemps pensé le temps comme un phénomène linéaire. Et comme c'était linéaire, c'était confortable parce que ça veut dire que ça se résout à des équations et qu'il suffit d'extrapoler pour pouvoir dire quelque chose de sensé sur le futur. Or, ce qui apparaît aujourd'hui, c'est que nous avons confondu ce début de courbe exponentielle avec une linéarité. Et qu'aujourd'hui, quand nous pensons être là, nous sommes en réalité déjà là. Et c'est ce gap qui nous pose problème. Parce que ça, c'est difficile à vivre. Penser qu'on est dans tel univers et qu'en fait on est déjà dans un autre, que les choses vont beaucoup plus vite que notre cerveau même est capable de l'enregistrer, de l'absorber, simplement de le réaliser. Alors, vous connaissez tous sur le plan psychologique la tentative normale de sanité, la tentation plutôt que tentative, la tentation de sanité, eh bien c'est le déni. Quand quelque chose me perturbe trop, je le dénie. Et en le déniant, j'écarte le facteur perturbant. Et ça me permet de rester saine. Sauf qu'à un moment donné, on ne peut plus aller si loin dans le déni. Il y a un moment donné où ce gap entre ce qu'on voudrait n'être qu'une crise et qui est en réalité une mutation va finir par s'imposer à nous. Et quand ça s'impose à nous, eh bien évidemment, nous nous sentons mal. C'est cette notion de peur qui est en train de hanter nos sociétés. Vous avez sans doute vu plusieurs ouvrages sur la société de la peur, sur ce sentiment que tout est en train de s'effondrer, c'est la sinistrose. Alors surtout en France, nous sommes assez bien placés avec la sinistrose, qui alimente pas mal nos discours. Mais on sent bien que quand même, il y a une espèce de sentiment ambiant de ne pas être en sécurité, de malaise, c'est le travail, c'est la famille, c'est tout ce sur quoi on comptait jusqu'à présent et qui, dans un monde fixiste, au sens de la worldview, était confortable. Parce que le monde fixiste, qui est le monde de notre culture judéo-chrétienne, est un monde qui a été inscrit une fois pour toutes dans une espèce de linéarité qui est confortable. En sortir est extrêmement compliqué et nous n'y sommes pas vraiment préparés. Alors, certains d'entre nous parlent de l'effondrement. Vous avez sans doute entendu parler de ce livre de Jared Diamond, le sociologue américain, qui s'appelle Collapse, où j'ai vu que pour la première fois, on avait créé en France un cours de collapsologie en septembre 2016. Collapsologie, la science du collapse, la science de l'effondrement. Alors certains parlent de l'effondrement moral, d'autres parlent de l'effondrement environnemental. Enfin, plus personne ne sait très bien de quoi parler, mais on sent bien que c'est une espèce de peur qui nous prend aux tripes, que tout est en train de s'effondrer. Bon, la rassurance quand même dans l'histoire vient du fait que nombre de fois, nous avons traversé de telles mutations, de telles transformations, et que ce qui a fait de nous aujourd'hui l'espèce dite supérieure sur cette planète, c'est bien une capacité d'adaptation qui est absolument extraordinaire. Nous savons changer. Nous sommes des animaux quasiment programmés pour changer. Et notre capacité d'adaptation est juste phénoménale. Alors rassurez-vous, il y en a d'autres, hein, les rats, les scorpions, ça marche aussi pas mal pour eux. Mais voilà, nous en tout cas, on sait s'adapter. Mais pour ça, on a le choix. Soit on s'adapte dans la douleur, soit on s'adapte, alors peut-être pas dans le bonheur, mais au moins dans une certaine sérénité. S'adapter dans la douleur, ça veut dire laisser bon nombre
de l'humanité actuelle sur le carreau et dans l'incapacité d'effectuer ce saut vers le monde de demain. Alors, il ne faut pas se voiler la face. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à changer, il y a des gens qui ne changeront pas. Mais ça, c'est une minorité. Notre travail à nous, en tout cas, c'est le mien et c'est la manière dont je le conçois en tant qu'enseignante, c'est précisément de préparer les générations qui passent entre nos mains à affronter ces changements et à leur expliquer que le changement, il ne faut pas en avoir peur. Le changement est naturel. Le changement, c'est vous changer du jour même où vous commencez à naître. Tout le processus évolutif d'un petit humain, du moment où il sort du ventre de sa mère jusqu'au moment où il retournera dans une bière, eh bien, est un mécanisme de changement et aussi d'adaptation au monde qui l'entoure. Donc on a un véritable travail à faire sur cette notion de changement pour la rendre confortable aux individus, comme aux organisations ou au gouvernement au demeurant. Et là, on a quand même 3 entrées clés qui favorisent cette approche du changement. La première, c'est la notion de motivation. Qu'est-ce qui finalement motive les gens ? Quelle est cette espèce de petit levier qu'on peut actionner chez les gens et qui va permettre de les motiver, de les aider à sauter, leur faire perdre leur peur du vide et les aider à sauter. Quelles sont leurs aspirations ? Parce qu'il faut non seulement les pousser, mais il faut aussi les tirer. Et on les tire à travers leurs aspirations. Et enfin, sans doute le plus important et celui auquel il faut donner le plus de poids, c'est la question du sens. Quel est le sens d'un individu, de chacun d'entre nous, mais quel est le sens de l'humanité ? Quel est le sens de ce que nous effectuons à l'échelle de la planète ? Quel est le sens de nos activités au quotidien ? Donc on voit bien que là, on a un champ d'investigation assez considérable et pour le coup assez en friche aujourd'hui au sein de nos systèmes. Alors le rôle de la prospective est venu s'inscrire précisément dans cette réflexion-là. C'est en 1955 exactement que Gaston Berger prononce son premier discours dans lequel il va inclure le mot prospective qui à l'époque n'est qu'un adjectif qu'il a ressorti d'un vieux dictionnaire épistémologique. Et il faudra attendre 1957 dans la Revue des Deux Mondes pour qu'il publie son premier article académique sur la prospective, où pour la première fois, eh bien, il fera passer l'adjectif prospective au substantif, la prospective. Et en fait, ce qu'essaye de faire à l'époque Gaston Berger, qui est un philosophe, un homme d'action aussi, puisqu'il est entrepreneur, mais un philosophe, il a passé 2 thèses en philosophie, l'une avec Blondel et l'autre avec Le Sen, notamment une en caractérologie et l'autre sur la phénoménologie du temps de Husserl. Donc vous voyez qu'on est sur des choses assez lourdes. Eh bien, le souci de Gaston Berger, c'est de pouvoir accompagner l'humanité dans cette transformation dont il a déjà la prescience. Elle n'est pas encore aussi explicite que comme je suis en train de vous le dire maintenant, mais il a déjà compris que tout ce que je viens de vous dire est en train de se passer. Et il va distinguer très fortement la notion de futur de la notion d'avenir. Et ça, c'est une des clés de la prospective. Il va considérer que le futur, c'est simplement cette unité de temps qui est devant nous, vide de contenu. C'est donc l'opposé, en fait, c'est le miroir du passé. Mais que l'avenir, c'est l'exploitation des potentiels, l'exploitation volontaire des potentialités d'un individu, d'une organisation, d'un système. Et à partir de là, il va se dégager de cette espèce de spirale de la destinée, disant « Ah oui, mais nous allons aller vers des mondes, des catastrophes, du collapse, etc. » Et il dit « Mais pas du tout, nous avons toujours créé l'avenir que nous voulons. » Et donc, nous devons développer une discipline qui permette aux gens de créer de l'avenir. En fait, ce qu'il vous propose, c'est quand vous êtes en plein milieu de ce saut, eh bien simplement de créer les marches qui vous permettent d'arriver de l'autre côté. Ce qui est assez extraordinaire. Alors ça fera beaucoup de bruit à l'époque où il va sortir cette théorie de la prospective. Il aura le malheur de mourir en 1960, au moment où il devait intégrer une chaire de prospective à l'EHESS. À partir de là, la prospective n'aura jamais droit de citer à l'université. Il faut le savoir. Année après année, on fait des demandes au CNU pour qu'elle soit reconnue comme une discipline et ça n'a jamais été accepté.
Ce qui fait que ce sont finalement des gens comme moi qui viennent plutôt du privé, donc dont les subsides viennent majoritairement du privé. Moi, je suis PAST, donc je suis professeur associé à mi-temps. Donc j'ai donc une autre activité. C'est cette autre activité qui me permet de faire de la formation à la prospective et de pouvoir faire de la recherche et développement dans ce domaine, puisqu'on ne peut pas en faire dans nos laboratoires. Donc, il faut comprendre que la manière dont une société s'empare de la prospective, et là on est bien en train de parler d'une discipline, une fois encore, Gaston Berger nous disait il y a deux manières de concevoir la prospective qui sont absolument complémentaires. L'une, c'est une attitude, et c'est l'attitude que n'importe quel individu a, l'attitude prospective. C'est simplement le fait que chaque jour, enfin, à chaque fois que vous pensez à vos vacances, par exemple, vous allez vous dire « Ah tiens, j'ai la possibilité d'aller soit à la mer, soit à la montagne, soit à la campagne. » Donc déjà, vous avez des futurs alternatifs. Vous allez ensuite, préférablement, vous concerter avec votre environnement. Si vous avez des enfants, est-ce que tu préfères la montagne, la campagne, etc. Et donc, on va arriver à une sorte d'agrément, une sorte de consensus qui va permettre, in fine, de choisir là où tout le monde sera le plus heureux. Bien. Chaque fois que vous faites ça, vous faites de la prospective, sans le savoir. Et puis, à côté de ça, il a qualifié une discipline qu'il appelait l'anthropologie prospective. Alors, vous comprenez peut-être mieux anthropologie en voyant d'où je suis partie. C'est-à-dire qu'on parle bien de l'évolution des êtres humains. Une anthropologie prospective qui, elle, est une véritable discipline avec un corpus, avec des méthodes, avec des pratiques. Alors, je ne vais pas vous présenter, on a répertorié à peu près 395 méthodes de prospective, donc ça nous emmènerait peut-être un tout petit peu loin, mais je vais au moins vous présenter la métaméthode de la prospective. Très rapidement, cette métaméthode, c'est simple, elle est facile à retenir, c'est un CAP, C-A-P. C pour comprendre, A pour anticiper, en réalité, c'est aussi explorer. Et P pour proposer, parce que si votre prospective ne débouche sur rien d'opérationnel, à part l'humidité des queues de caniche par temps de brouillard, vous voyez, ça ne sert pas à grand-chose. Et ça, c'était vraiment un impératif qu'avait Berger, c'est-à-dire d'avoir quelque chose de réellement très fonctionnel, très opérationnel. Alors, comprendre, eh bien, lorsqu'on est en prospective, nous allons fonder notre compréhension sur les structures. Et ça, c'est l'élément important. En aucun cas sur la conjoncture. Tous les aspects de conjoncture sont des aspects que nous laissons à la prévision, qui, elle, opère sur un champ temporel qui est de l'ordre de quelques mois à tout au plus quelques années. Nous commençons à réfléchir à partir de 10 ans et au-delà. Parce qu'avant, on n'a pas le recul nécessaire et on ne sait pas quoi dire sur les structures. Donc, on s'intéresse vraiment à cette notion de structure versus conjoncture. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est la notion de transformation. Une fois encore, on n'est pas dans l'étude des crises, on est vraiment dans l'étude des processus de transformation, de mutation. C'est-à-dire lorsqu'il y a une certaine forme d'irréversibilité qui est impliquée dans le changement. Deuxième aspect fort, c'est les notions de dynamique et de systémique. C'est-à-dire que toute étude prospective n'est jamais une étude à l'instant T. Ce n'est pas une photographie. Ça opère en dynamique. On applique ce qu'on appelle en général le facteur 5. 5, c'est lorsque vous avez un horizon, par exemple, on vous demande de faire une réflexion à 20 ans. Prenez 20 ans x 5, 100 ans. Vous repartez 100 ans en arrière pour retrouver l'évolution de vos tendances. Donc le but, vous voyez, c'est vraiment de lisser des tendances sur un temps très long pour ne pas être aveuglé par des effets de court terme. Systémique, bon, ça je ne vais pas vous en parler plus, mais voilà, tout est système pour un prospectiviste. Et puis enfin, cette notion de temps long, c'est ne pas avoir peur de vraiment d'étirer les temps, parce qu'il y a des mécanismes qui sont des mécanismes séculaires, il y a des mécanismes qui sont millénaires, puis il y en a qui sont de l'ordre de l'année. Donc essayez de bien comprendre les différences entre les différents temps propres aux mécanismes eux-mêmes. Et Berger lui-même a défini la prospective comme un cube. Alors, ça ne se voit pas très très bien en fait ici. Je suis désolée, enlever prospective, imaginez donc les 6 faces. Le socle du cube, de cette face-là, c'est vraiment l'humain. Faire de la prospective sans mettre l'humain au centre, ce n'est pas faire de la prospective. Et ça, il l'a assez répété, il disait que c'était faire de la technocratie. Mais pour lui, tout problème doit être d'abord un problème humain de l'homme et de la société pour pouvoir prêter à prospective. Ensuite, la face supérieure du cube, c'est cette notion d'avenir qu'il a dégagée. Le futur est mécanique. Le futur, c'est s'il n'y a pas d'intervention humaine, c'est ce qui va se produire. C'est le futur tendanciel. Ça n'intéressait pas Berger. Ce qui l'intéressait, c'est notre capacité de créer du futur, donc de l'avenir.
avec toute cette notion de potentiel qu'il y a à l'intérieur, et c'est ça qui est important, c'est identifier les potentiels et les faire fructifier à l'avenir. Et puis les autres phases qui sont des phases plus opérationnelles, si j'ose dire. La première, c'est la question des finalités. Si vous ne vous interrogez pas sur les finalités des transformations que vous êtes en train de mener ou de subir, eh bien, vous ne pouvez pas les emmener jusqu'au bout. Et enfin, les trois aspects qui sont les plus directs et peut-être les plus durs de sa pensée. Le premier, c'est la connaissance directe. Berger se méfiait extrêmement des intellectuels et de ceux qui écrivaient sur ceux qui écrivaient sur ceux qui écrivaient. Et donc, il disait, ne croyez aucun livre, ne croyez rien, on vous dit que, non, n'y croyez jamais, allez voir sur le terrain. Et c'est seulement en allant voir sur le terrain que vous saurez si ce qu'on vous raconte est vrai ou pas. Parce que lui partait du principe qu'en réalité, les sociétés évoluent beaucoup plus vite qu'on l'imagine. Et que donc, quand on commence à parler d'une société qui serait en train de faire ça, en réalité, elle est déjà 2 étapes plus loin. Et il disait toujours, allez voir ce qui est en train de se passer. Donc ça, c'est sa notion de connaissance directe. Le deuxième, c'est faire du problem solving. Problem solving, là encore, c'était de dire, on n'essaye pas de construire l'avenir pour le plaisir de construire l'avenir. Si finalement le futur tel qu'il est en train de se dérouler vous convient, ce n'est pas la peine de chercher à faire autre chose. Il faut d'abord que vous ayez un problème. Donc le b.a.-ba en prospective, c'est identifier le problème. Et c'est une fois que vous avez trouvé le problème que vous pouvez effectivement réfléchir à une vision prospective de votre problème. Et enfin, la dernière chose, c'est faire preuve d'une intelligence systémique. Alors une intelligence systémique, dans son esprit, c'était le fait de dire aucun individu n'est suffisamment intelligent pour prétendre appréhender à lui tout seul un système. Parce qu'un système, par définition, c'est complexe. Et donc, vous êtes obligé de réfléchir avec les autres pour pouvoir comprendre un système. Cette intelligence systémique, c'est d'abord une intelligence collective du monde. Ça, c'est un élément aussi très important dans sa pensée. Donc voilà à peu près pour ce que nous faisons quand on déploie la première partie de la méthode, comprendre. Lorsqu'on déploie la deuxième partie de la méthode, anticiper et explorer, eh bien, on va d'abord aller voir, on va dire, les tendances telles qu'on peut les connaître. Vous avez certaines choses, on sait déjà qu'à 2050, par exemple, la part de l'énergie solaire dans le monde sera relativement significative. Ça, c'est un élément qu'on sait, parce qu'on sait les opérations qui sont en cours, on sait ce qui est en train de se passer, on connaît l'évolution des sciences et des techniques dans ce domaine. Okay, ça, c'est à peu près clair. Ce qu'on sait aussi, c'est que l'économie du recyclage va forcément arriver parce que nous arrivons au bout d'un certain nombre de matériaux, les molybdènes, etc. Une bonne partie du tableau de Mendeleïev est en train de s'épuiser. Donc on a des dates maintenant assez précises sur ce plan-là. Et donc il va bien falloir recycler si on veut continuer à utiliser ça. Ou alors trouver des éléments de substitution. Mais chaque fois qu'on cherche de la substitution, le problème de l'énergie se pose. On sait aussi qu'il y aura déjà des effets du changement climatique. Donc ça, on peut aussi les poser. On peut aussi poser la démographie, parce que ceux qui auront des enfants, pour la plupart, sont déjà nés. Donc, en matière de prévision, cette fois démographique, on a déjà un certain nombre d'éléments. Et puis, on sait aussi que tout ce qui tourne autour de la robotique et de l'intelligence artificielle, eh bien, il est vraisemblable qu'on en subira quand même de plein fouet les effets aux alentours de 2050. Donc, à partir de là, on a des éléments que nous connaissons qui sont assez fermes. Après, le reste, j'ai envie de dire, c'est de la réflexion, c'est de l'interprétation. Nous sommes en plein dans les sciences sociales. Traditionnellement, on commence par ce qu'on appelle business as usual, c'est-à-dire si tout continue sans qu'il n'y ait pas d'éléments perturbants significatifs, voilà, le business comme d'habitude. Voilà, à quoi va ressembler notre monde si ça continue. Donc ça, c'est pas très difficile. Je vous montrerai tout à l'heure l'exemple sur le développement durable. Évidemment, nous avons été obligés de définir, alors j'avoue que ce ne sont pas des scénarios qui me plaisent beaucoup, mais on est toujours obligé de les définir parce que c'est ceux qui impactent le plus les décideurs. C'est ce qu'on a appelé dans les années 60 les scénarios de l'inacceptable. C'est les scénarios les pires, les plus catastrophiques possibles. Apparemment, plus on prédit des catastrophes à des décideurs et plus ça les pousse à agir. Je trouve ça assez infantile personnellement, mais bon, il paraît que ça marche encore. Donc on continue de développer des scénarios qu'on appelle more of the same, c'est-à-dire encore plus de la même chose. Donc on consomme encore plus, on gaspille encore plus, voilà, l'horreur. Et donc là, normalement, on est censé avoir des images du futur absolument effrayantes. Alors rassurez-vous, elles ont déjà toutes été écrites. Vous aviez un excellent auteur de science-fiction qui s'appelle John Brunner, qui dans les années 60 vous a décrit des scénarios absolument apocalyptiques d'une Terre ravagée par la pollution, la démographie, la pauvreté, la maladie. Fantastique. Donc ce n'est pas la peine de chercher à en imaginer. Il y en a qui l'ont déjà fait. Là où ça devient plus intéressant, c'est de chercher ce qui n'est pas tendanciel, ce qui n'est pas catastrophique, mais qui, au contraire, pourrait essayer de résoudre un bon nombre de problèmes. C'est ce qu'on appelle les scénarios de rupture,
ou les scénarios alternatifs, selon le langage. La France préfère alternative, les anglo-saxons préfèrent la notion de description. Là, eh bien, il faut faire un véritable effort d'imagination et essayer de comprendre à partir des tendances qui existent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne fait pas intervenir l'idée qu'il y ait des petits bonhommes verts qui d'un seul coup arrivent sur Terre pour tout régler. Donc on est quand même dans une logique encore très causale, cause, conséquence, effet, etc. Et voilà, essayer de comprendre comment on peut résoudre un certain nombre de problèmes du moment sans pour autant en générer qui soient encore plus graves. Ça reste quand même un principe fondamental. Et c'est à partir de là qu'on va essayer de construire ce monde 2.0, donc construire, proposer. On est donc dans la construction, alors dans mon cas de politique publique, mais ça peut être de stratégie pour des entreprises, etc. Donc des propositions de résolution de problèmes qui vont bien évidemment tirer parti des 3 lignes de force dont on a parlé au tout début, à savoir la bienveillance, la sanité et la croissance, ou la durabilité. Et la croissance. Alors, juste pour mémoire, vous avez là-haut un petit rappel. La prospective en France, on la décline en 2 grandes catégories. Alors après, on a des subcatégories, mais sans aller jusque-là, elle est soit exploratoire, soit normative. Si elle est exploratoire, c'est qu'on cherche à savoir ce qui va arriver compte tenu des évolutions en cours. Si elle est normative, c'est qu'on cherche à créer un avenir spécifique. Et elle est soit participative, comme la prospective territoriale, par exemple, qui est très participative, ou au contraire, c'est une prospective qui l'est très peu, ce qu'on appelle les prospectives d'experts, qui sont vraiment des prospectives, comme souvent on les pratique encore, comme on les pratiquait au feu commissariat général au plan, par exemple, dans un autre temps. Je pense que je vais peut-être m'arrêter là sur ces 3 temps de la prospective, et puis passer peut-être, à partir de là, à mon 4e tableau, qui est la question « Et le développement durable dans tout ça ?» Le développement durable dans tout ça, eh bien, vous voyez qu'aujourd'hui, on considère, une fois encore, à travers un regard prospectif, qu'il est sous double contrainte. La première contrainte de ce développement durable, c'est que de toute façon, il y a un état de fait des choses, c'est-à-dire de la dégradation, qui fait que nous ne pouvons juste pas continuer comme nous le faisons. Ça, c'est la base du constat. Alors ça, ce sont des chiffres que vous connaissez tous, hein, c'est l'empreinte écologique. C'est la manière dont nous consommons plusieurs fois notre planète. Aujourd'hui, en 2015 encore, je trouve intéressant le chiffre parce que c'est quasiment moins d'une semaine. En 2015, au 13 août, on avait consommé l'entièreté des ressources reproductibles sur Terre en une année. Et en 2016, on y était déjà au 8 août. Alors je suis très curieuse de savoir en 2017 quelle sera la date fatidique à laquelle on aura déjà consommé une planète. Donc vous voyez qu'on imagine qu'en 2030, on aura consommé 2 fois la planète. Donc chaque année, on consomme 2 fois la production d'une planète. Ça veut dire qu'il arrive un moment où il ne suffit pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre que ce n'est juste pas tenable. Alors on crée de la substitution, c'est vrai pour beaucoup de choses. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a toute une logique, notamment avec les CRISP, par exemple, pour avoir une vache qui produise 2 fois plus de viande consommable qu'elle n'en produit aujourd'hui. On envisage même qu'elle en produise 4 fois plus. Bon, ceci dit, voilà. Après, c'est des choix, ce sont des choix. Et quand on a ces chiffres-là en face, on comprend bien cette question qui est comment est-ce qu'on adapte notre développement. C'est quand même très difficile d'avoir des pays en émergents qui ont souffert pendant que nous, on consommait largement, et leur dire « Ah ben désolé, mais vous n'avez pas droit à consommer autant que nous parce que sinon ça va être catastrophique, on va encore dégrader davantage notre planète. » Vous voyez, il y a quand même des choses qui sont un petit peu compliquées. Et là, on sent bien qu'il y a une vraie question. En même temps, on a aussi une autre vraie question qui est que le but quand même de l'humanité, c'est de parvenir à vivre correctement. Donc on est vraiment une charnière où qu'est-ce qu'on crée comme politique, mais aussi comme manière de vivre pour qu'à la fois on puisse sauvegarder la planète et sauvegarder nos relatives capacités de confort ou de vivre correctement. Alors ce qu'on oublie souvent, c'est que alors ça, le rapport de Brundtland l'a très bien posé, on ne va pas revenir dessus, mais là où il faut revenir, c'est sur la question de l'évaluation. Parce que tout le monde est d'accord sur le principe, on en entend parler absolument partout, ça, il n'y a pas de problème. Sauf que derrière, il y a très peu de politiques publiques